Bien, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir confié cette tâche très exaltante de prendre en compte cette table ronde. Nous avons vu précédemment un certain nombre de points importants, des aspects historiques, juridiques, géostratégiques, éthiques, à travers la question de la féminisation, par exemple, de l'arbitrage, du ou de l'avare, de la FSGT, et nous allons maintenant poursuivre en prenant appui sur 4 témoignages qui vont mettre en évidence d'autres facettes du football. D'abord, la question de la formation, le métier, la profession, le devenir professionnel. Ensuite, le football considéré comme une branche d'activité, un secteur, avec la question du financement, des droits de retransmission, du marché des transferts par exemple. Et enfin, on élargira la perspective en prenant en compte des dimensions plus contemporaines autour d'un sport responsable, solidaire ou inclusif. La règle du jeu que je propose, compte tenu des contraintes de temps, est la suivante. Chaque intervenant aura 15 minutes pour, de manière synthétique, présenter ce qu'il souhaite par rapport à ces thématiques de la formation, du devenir professionnel, du modèle économique et de la responsabilité. Et ensuite, les uns les autres, nous réagirons à ce qui a été dit et la salle, bien sûr, est invitée à prendre la parole. Donc je vais respecter l'ordre qui est indiqué. Je vais vous présenter le premier intervenant, ou la première intervenante, en l'occurrence, Anne-Sophie Gaborel, qui a un master en ingénierie sociale et qui est surtout docteur en sociologie du sport. Elle a soutenu sa thèse à l'Université de Franche-Comté le 2 décembre 2015, avec la meilleure des mentions, très honorable, félicitations à l'unanimité des membres du jury. Et le titre de sa thèse était le suivant, « Sport de haut niveau et formation, l'exemple du FCSM ». Elle a passé 3 ans au centre de formation et elle a pu, en toute liberté, observer et ensuite nous indiquer ce qu'il en était concernant un club de haut niveau dans sa politique à travers l'exemple donc de l'école des Lionceaux. Ensuite, Anne-Sophie a été à terre à l'Université de Rennes 2 et elle est actuellement chargée d'études, responsable de formation chez Ascoria à Rennes. Ascoria est un organisme de formation au métier de l'intervention sociale et sur le portail, j'ai vu ce beau slogan « Donnons du sens à l'économie à travers la découverte, la promotion, l'entrepreneuriat et l'engagement ». C'est dire si nous sommes ici au cœur de nos interrogations. Donc Anne-Sophie, si vous voulez bien nous faire part de vos réflexions concernant justement cette école des Lionceaux comme exemple de formation avec différents éléments comme la détection, le recrutement et la prise en charge par les formateurs. Et à l'époque, le directeur du centre de formation était Jean-Luc Ruti. Oui. Jean-Luc Ruti. Merci beaucoup Gilles Ferriol, merci beaucoup aux organisateurs et à la sollicitation qui m'a été faite d'intervenir aujourd'hui ici. Effectivement, une thèse de doctorat que j'ai eu l'occasion de réaliser dans les meilleures conditions parce que le FCSM m'a ouvert ses portes de manière privilégiée pendant 3 ans, même si je n'ai pas séjourné 3 ans au centre de formation. J'ai eu l'occasion de participer à tous les temps conviviaux, tous les moments clés de la formation, les matchs, les déplacements, tous ces petites choses qui finalement font le cœur de la construction d'un jeune footballeur. Donc c'est une grande chance qui m'a été également permis, et je les en remercie, par la région Franche-Comté qui finançait ma thèse de doctorat. Donc, première question, peut-être pourquoi étudier la formation spécifiquement à Sochaux et qu'est-ce qui crée vraiment un lien fort entre une politique de jeunes, de recrutement et de formation et aussi un club de haut niveau qui, de là où on parle maintenant, là, pourrait sembler un petit peu
éloigné en se disant bah voilà, il y a des clubs qui ont le devant de la scène, ont le devant médiatique et qui aussi développent des politiques de formation. Le FCSM a une histoire très riche et, comme le soulignait Paul Dietschi tout à l'heure, a un rôle de précurseur dans l'institutionnalisation du football et sa professionnalisation. Mais c'est aussi un club qui a eu un très grand rôle dans le fait de créer des centres de formation et de passer en fait à une logique de production de joueurs qui leur a permis de perdurer en fait au haut niveau pendant plusieurs années. Donc l'histoire des Lionceaux commence dès 1948 avec la création d'une phalange Lionceaux. Voilà, j'ai eu l'occasion pendant ma thèse de rencontrer Jean-Jacques Marcel qui faisait partie de la première promotion des Lionceaux et avec tout un discours de comment est-ce que le FCSM venait rechercher aux quatre coins de la France les talents de demain, les former, mais aussi en faire des hommes à travers une formation à l'usine, à travers une affirmation d'une éthique de travailleur et aussi une voie de reconversion en cas d'échec de la carrière sportive. Le centre de formation du FCSM connaît aussi un tournant dans les années 70, puisque dès 1974, ça devient un centre de formation moderne, en suivant les axes pris par la Charte du football. Donc là encore, un rôle de précurseur qui va se maintenir jusque dans les années 2000 avec l'arrivée du centre de formation au sein du château du Banneau, là où il est encore aujourd'hui, et qui va créer des conditions vraiment optimales avec des terrains de haut niveau pour l'entraînement, avec une école sur place, des moyens en fait qui sont vraiment forts, ce qui fait que encore aujourd'hui le centre de formation est reconnu pour ce fort impact en fait dans le football professionnel en tant que club formateur, en tant que club pourvoyeur de sportifs de haut niveau. Donc encore aujourd'hui, Sochaux fait partie des clubs les mieux notés en fait au niveau national. Lorsque j'ai débuté ma thèse, donc sur la saison 2011-2012, il était même le premier centre de formation au classement DTN au niveau national. Donc voilà, il y a quand même une histoire forte et un poids de la formation. Ma thèse portait sur les stratégies d'engagement en fait dans le football, puisqu'on a tendance à considérer que le football, c'est quelque chose qui relève du don, d'un talent inné qui serait comme ça touché par... certains joueurs seraient touchés par ce talent et finalement, inexplicablement, ils deviendraient des professionnels. Finalement, le travail d'un sociologue, c'est aussi de déconstruire l'évidence et à travers mon travail, j'ai pu chercher les traits communs, même s'il n'y a pas un parcours type d'accès au haut niveau, il y a quand même des éléments saillants qui permettent de retrouver un profil de footballeur professionnel dès l'enfance, en fait, en déconstruisant les parcours des jeunes joueurs que j'ai interviewés au sein du centre de formation, de retrouver ce qui faisait vraiment les éléments clés en fait, dans leur accès au haut niveau. Par exemple, une première étape qui est celle de l'initiation, où on retrouve dans la prime enfance de ces jeunes joueurs la figure d'un père, d'un entraîneur qui va petit à petit les socialiser aux premiers éléments footballistiques. Certains jeunes joueurs me disaient moi à la maison c'était un élément magistral, il fallait écouter les matchs à la radio, il fallait se rendre aux matchs amateurs du grand frère, il fallait échanger les balles dans le jardin, c'était quelque chose de très fort et une attente souvent paternelle, très en lien avec cette dimension footballistique. C'est aussi l'âge des premiers engagements dans les clubs, d'un lien un petit peu particulier avec l'entraîneur. Celui-ci valorise certains joueurs plus que d'autres. Alors pour des talents dans la sphère sportive, mais aussi peut-être par des éléments de reconnaissance d'une certaine mentalité de joueur qu'il convient de pousser jusqu'à un niveau un petit peu plus élevé. Donc finalement, dès la prime enfance, des micro-élections qui vont
pousser un jeune joueur à se sentir investi dans un certain rôle dans le monde du football et peut-être légitime au fait de penser une carrière de haut niveau. Il y a aussi une stratégie derrière très prégnante de comment est-ce que je vais finalement rejoindre le club régional qui est le plus susceptible d'être visité par des personnes qui viendraient recruter pour des centres de formation. Comment est-ce que je vais choisir de faire tel ou tel stage pour être repéré. Donc tout ça, ce sont vraiment des stratégies fortes que l'on retrouve dans les parcours des jeunes footballeurs. Lorsque la formation se produit, c'est aussi un moment très important. Au sein du centre de formation, on va former des footballeurs, mais pas que. On va former aussi des hommes, on va former aussi des élèves qu'il va falloir amener peut-être à aller vers un autre projet si le football ne porte pas ses promesses. Donc, apprendre l'ascèse sportive, apprendre à vivre en communauté, apprendre à avoir des emplois du temps très contraints, où les temps finalement de loisirs, même si on pourrait qualifier le football comme un loisir, là finalement c'est un loisir qui s'apprend, un loisir qui se professionnalise et qui du coup ne laisse que parfois peu de place à d'autres éléments tels que la socialité avec les jeunes filles, tels que des soirées au cinéma. Non, il faut penser football. Et donc, voilà, toute cette façon de se construire en tant que sportif de haut niveau, elle s'inculque aussi au sein du centre de formation. Donc voilà des moments qui sont très importants dans cette carrière et finalement cette carrière naissante, mais qui est déjà une carrière d'engagement. Et au fur et à mesure, les divisions sont de moins en moins nombreuses parce que, d'une part, certains joueurs très prometteurs intègrent plus vite que les autres le haut niveau et sont invités à jouer en équipe professionnelle. Et aussi parce que d'autres n'ont pas fait leurs preuves et quittent peu à peu les rangs des joueurs accueillis au sein du centre de formation. Enfin, une dernière phase qui est celle de l'entrée dans la carrière ou celle du perfectionnement, si on peut dire. Donc, comment est-ce que on passe du centre de formation à une autonomie dans sa pratique professionnelle du football. Alors, une autonomie tout à fait relative parce que elle est encore une fois encadrée, elle est encore une fois accompagnée. Mais là, il est aussi bon d'avoir bien pris en compte les enseignements du centre de formation pour pouvoir perdurer dans la carrière professionnelle et faire quelque chose au-delà des premières années de pratique professionnelle. Ça vient aussi interroger forcément la question de tous ceux qui ne deviendront pas joueurs professionnels, puisque Julien Bertrand, qui est un sociologue du football aussi, le disait dans sa thèse, si on prend dès le début les jeunes qui aspirent à une carrière professionnelle et ceux qui deviendront effectivement pros avec la signature d'un contrat, c'est 1 pour 1000. Donc voilà, ça donne un peu le vertige, d'autant quand tous ces jeunes-là sont persuadés de devenir les futurs Zidane. Voilà, ça fait beaucoup de déçus. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer au-delà du centre de formation et comment est-ce que aussi la mission de fabriquer des hommes, c'est celle de pousser à d'autres voies de professionnalisation qui ne sont peut-être pas dans le monde du football ou en tout cas peut-être pas sur le terrain. Pour conclure en tout cas mon propos, la question c'était même le football au 3e millénaire. Donc de ma place, je ne suis pas voyante, je peux pas vous dire. Par contre, de par ma recherche, j'ai quelques perspectives qui pourraient être intéressantes sur la formation dans les années à venir et les débats qui peuvent éventuellement ressortir de mon travail. Déjà, je pense que le fait de mieux objectiver le choix des jeunes joueurs et de ceux qui intégreront les centres de formation, c'est un élément qui est vraiment posé dans les clubs. Au-delà des performances sportives, pendant longtemps, il y a eu des calculs anthropométriques de quel était le profil physique du joueur qui allait devenir professionnel.
Et peut-être que de plus en plus, on voit aussi comment est-ce qu'on va observer le mental de ce joueur et voilà des personnalités un petit peu trop explosives, des personnalités qui seraient trop individuelles dans la façon de se comporter. Petit à petit, comment finalement c'est peut-être pas en adéquation avec le haut niveau tel qu'il est imaginé, ou alors il faut un savant équilibre de balance entre celui qui a peut-être un talent, encore une fois ça essentialise un petit peu, mais celui qui aurait des compétences physiques extraordinaires, mais peut-être pas exactement le mental. Comment est-ce qu'on gère cette balance-là pour trouver l'individu le plus à même. Peut-être que aussi il y a toute une prise en considération de la famille et de l'entourage du jeune. Comment est-ce que la stabilité dans la famille est aussi un élément qui va aider à intégrer le haut niveau, parce que je voyais dans mon travail des parcours de vie heurtés dans l'enfance notamment, vont fortement perturber le fait d'accéder au haut niveau, parce qu'il y a besoin de stabilité, il y a besoin d'encouragement, il y a besoin de repères qui vont laisser la place en fait à l'éclosion d'un joueur de haut niveau. On parlait tout à l'heure de la vidéo dans l'arbitrage, mais aussi comment est-ce que la vidéo et le fait d'objectiver très jeune les performances de jeu lors des stages de détection peut aussi permettre de se donner des clés de recrutement en fait des jeunes joueurs. C'était les principaux éléments que j'avais à présenter. Merci. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ces éléments. J'ajoute que nous avons organisé à l'Université de Franche-Comté, à l'UPFR Sport, 2 colloques autour des centres de formation, et nous avons pu comparer, entre guillemets, l'expérience de cette école des Lionceaux avec d'autres formations, en particulier à l'Olympique Lyonnais, en particulier au LOSC, au RC Lens, à Valenciennes, avec les travaux d'Hugo Juscoviac, avec Arsenal et Manchester dans les nursery clubs anglais, avec Kevin Marston, avec quelques incursions du côté italien avec Paul, ou brésilien avec Michel Raspo. Et bien sûr, nous avons interrogé à l'intérieur même de cette école des Lionceaux, au niveau historique, quelques grands joueurs. On a parlé de Jean-Jacques Marcel, il y avait Claude Quitté, le président Jean-Claude Précy, et puis parmi les directeurs de centre de formation, on a eu René Sédolin, Jean-Luc Ruty, et quelques joueurs, dont à l'époque l'un des chouchous de Bonal, Mika Isabé, qui ont donné leur point de vue sur cette formation. Et justement, nous avons la chance maintenant d'avoir avec nous M. Mérieux, qui est l'actuel directeur du centre de formation. Merci beaucoup d'être là. M. Fro, qui est aussi l'une des légendes du FCSM, formé au FCSM, qui a un palmarès tout à fait impressionnant, je l'ai là, et on est toujours très très heureux d'avoir des grands joueurs, des jaunes et bleus avec nous. Est-ce que vous pourriez peut-être donner votre avis sur ce centre de formation, ce qu'il a pu apporter dans votre formation, par exemple, ou auprès des jeunes que vous côtoyez? Ça marche là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, je pense. Non, après, c'est vrai que je me reconnais totalement dans le parcours qui a été évoqué là sur un jeune joueur en formation. C'est vrai qu'on récupère souvent au centre de formation des gamins de 15 ans, 16 ans. Donc notre rôle, c'est de les faire progresser au niveau football. Mais comme vous l'avez dit, il y en a peu qui arrivent. Le taux de réussite n'est pas très important. Donc ça nous tient à cœur aussi de leur apporter des valeurs qui vont leur permettre de pouvoir exister pour eux dans la vie plus tard. On les déracine un petit peu de leur famille. Donc l'accompagnement, que ce soit au niveau sportif ou au niveau éducatif, est très important pour nous. J'ai pu en bénéficier aussi quand j'étais plus jeune, parce que je suis issu de cette formation-là. Et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup durant toute ma carrière, durant toute ma vie. Et c'est des valeurs qu'on essaye de transmettre. Tout ce que mes formateurs, les gens qui étaient au club m'ont appris, m'ont transmis, en plus de mon éducation familiale. Ça a été quelque chose de très important qui m'a construit. Et j'essaie de me servir de tout ça encore aujourd'hui avec les gamins qui sont sous ma responsabilité, pour avoir de belles personnes et des personnes armées pour le foot et pour le monde du travail, parce que c'est pas évident aussi quand on arrive en sortant d'un centre de formation de se retrouver dans le monde du travail, c'est difficile.
Donc on essaye de les sensibiliser à ça. C'est pas toujours évident parce qu'ils sont dans un projet avec où il faut beaucoup d'investissement, où c'est un petit peu une obsession pour eux. Mais on essaye de les préparer en tout cas à ça avec Monsieur Mérieux et l'ensemble du staff. Monsieur Mérieux. Bonjour à tous. Je rejoins complètement évidemment Pierrot sur les propos qu'il vient de dire. Après, moi ça fait déjà, je vais faire vieux con, mais ça fait déjà 32 ans que je suis dans le milieu, dans la formation, et entre ce qui se passait il y a 30 ans et ce qui se passe aujourd'hui sur les mentalités, sur l'éducation qui est donnée, sur l'entourage des gamins, puisqu'Anne-Sophie en parlait, l'entourage a énormément changé. Et qu'aujourd'hui, on parlait du recrutement tout à l'heure, quand on va détecter un garçon, quel que soit son club, on n'a plus affaire aux parents, on a affaire aux agents maintenant, à 13 ans, à 14 ans. Et un gamin de cet âge-là qui réfléchit déjà par le biais d'un agent, on s'éloigne un petit peu de toutes les valeurs qu'on peut lui donner déjà quand il va arriver. Et bon, nous, on a la chance d'être dans un club très familial, très sain, où on parle très peu d'argent. Mais ce week-end, on a fait le tournoi de mer à côté d'Orléans U14. On a joué contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Et le Paris Saint-Germain en U14, l'équipe qui a joué contre nous valait déjà 1 million d'euros. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que quand on discute de projets, nous on parle de projets, Pierre-Alain vient de dire, on parle de projets sportifs évidemment, on parle de projets scolaires, on parle de projets éducatifs, mais on parle jamais d'argent. Et là, souvent, le constat est biaisé. Voilà. Et quand on les récupère ensuite, qu'on arrive quand même à convaincre avec nos arguments, il y a tout un travail qui vient se mettre en place derrière. Et notre souhait, évidemment, c'est, on l'a dit et on le dira toujours, le président Plessis me l'avait dit quand je suis arrivé en 2003, on forme d'abord des hommes avant de former des joueurs, et ça ne changera pas, quels que soient les joueurs que l'on a par rapport au recrutement, parce que aujourd'hui, nous, on n'a plus les top joueurs, ce qu'on appelle les top joueurs à 13-14 ans, on ne les a pas chez nous. Il n'empêche qu'on recrute des joueurs à 14, 15, 16, 17, 18 ans, et qu'aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est combien de joueurs sortent. Parce que signer un contrat, c'est une chose, jouer dans l'équipe, c'en est une autre, mais combien de joueurs sortent de notre formation. Et sur les 6 dernières années, les chiffres sont là, entre les joueurs qu'on a formés et qui jouent dans notre équipe première et ceux qu'on a malheureusement ou heureusement transférés pour nous faire du bien financièrement, prouve qu'on n'est pas trop loin de la vérité par rapport à la constitution de notre club et de notre centre de formation. Parce qu'on a malgré tout une région démographiquement faible, qu'on est obligé d'aller chercher des gamins après la préformation assez loin, c'est la vérité, parce que c'est difficile. On a quand même 32 internes pour la formation et 8 pour la préfo, et que le moindre gamin qui a un petit peu de talent dans un rayon de 100 km, il faut l'héberger. La nouvelle direction qui est arrivée il y a 3 ans nous avait dit comment on peut augmenter l'effectif du centre. Je dis mais augmenter l'effectif du centre pour faire quoi ? C'est quoi l'objectif ? Donc on peut mettre 200 joueurs. Je dis 200 joueurs, c'est pas pour ça qu'on va en sortir plus. Donc il a fallu expliquer un petit peu tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui on a la chance de rester à notre niveau avec plutôt un équilibre sportif, éducatif et scolaire assez bien en place. Et le plus important pour un garçon quand il rentre dans un centre, que ce soit à Sochaux, Paris, Marseille ou à Nancy, peu importe, c'est de s'épanouir sur son lieu de vie. Et s'il s'épanouit sur son lieu de vie, ma foi, s'il a le talent, il réussira. Voilà. Avec d'autres, évidemment, d'autres vecteurs qui viennent perturber tout ça. J'ai fait récemment beaucoup d'interviews sur Ibra Konaté par rapport à l'actualité, et notamment son arrivée en équipe de France. Mais pour être très rapide, Ibra Konaté... Quand il est arrivé chez nous à 15 ans, donc il était U16, sur ces 3 années, évidemment, il avait déjà son gros potentiel athlétique et puis ses grosses qualités défensives qu'on lui connaît. Mais il avait également, c'était le grand frère de tout le monde, il a eu son bac sans avoir un niveau exceptionnel, mais assez facilement, très serviable pour tout le monde. Il a toujours été nickel sur le plan du comportement. Et comme par hasard, on le retrouve au très haut niveau aujourd'hui. Donc, on ne changera pas dans notre façon de voir le recrutement. Ce que Anne-Sophie disait, on ne changera pas. Et puis, en espérant qu'on ait un maximum de réussite encore. Voilà.
Oui, je crois que c'est une spécificité des Lyonceaux par rapport à d'autres centres de formation de vraiment insister sur l'aspect formation, diplomation également. Et on le voit dans les classements et les points octroyés. Sochaux se distingue justement par le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très diplômés par rapport à d'autres centres de formation. Oui, effectivement, c'est aussi tout un travail d'inculcation et de ne pas privilégier que le sport au sein du centre de formation. Lorsque j'étais en travail sur le terrain, en fait, sur le terrain de ma thèse, mais sur le terrain de foot également, c'était intéressant de voir comment est-ce que la négociation se fait aussi avec le collège des Hauts-de-Vigne, qui est toujours, je crois, le collège d'accueil des jeunes. Voilà, on pourrait penser qu'il y a un conflit entre le scolaire et le footballistique, alors que finalement, lorsque les choses sont inscrites dans la durée, lorsqu'il y a une reconnaissance aussi du travail du club sur le territoire, une implantation locale et un respect du jeune joueur, finalement, on arrive à des choses qui sont bien pensées et qui, en fait, créent les conditions d'une scolarité réussie, alors que ce soit au collège ou après au lycée, parce que plus c'est stable et plus ça permet l'émergence d'un profil. Ouais, juste pour étayer ces propos-là, je finis ma 19e saison au club. En 19 ans, il n'y a pas un joueur qui est passé par le collège des Hauts-de-Vigne et qui a eu une scolarité, on va dire, perturbée parce qu'il ne travaillait pas, parce qu'il pensait qu'il était là que pour le foot. Il n'y en a pas un qui a réussi. Tous ceux qui ont réussi et qui sont passés par le collège des Hauts-de-Vigne, ils ont toujours eu une scolarité nickel, avec leur niveau. Ce n'étaient pas tous des brillants, mais il n'y a jamais eu de problème. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, on ne s'embête plus avec ceux qui ne veulent pas travailler. Voilà. Est-ce que ces jeunes ont toujours la même connaissance de l'histoire du club? Est-ce qu'ils sont intéressés par les valeurs? Ou au contraire, il y a un phénomène générationnel, ils sont là comme ils pourraient être ailleurs d'une certaine façon? Ouais, je pense que malheureusement, l'histoire du club, on n'a pas fait de statistiques, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient une grande connaissance de l'histoire du club. Après, nous, on constate aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de passion pour l'activité, parce que beaucoup d'autres activités se sont développées. Aujourd'hui, on garde, nous, la volonté, par exemple, de les emmener, à chaque fois qu'il y a un match à domicile chez nous, on fait un bus et ils descendent voir leurs aînés au Stade Bonal pour apprendre. Mais si on ne l'obligeait pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde dans le bus. Voilà, en toute sincérité. Aujourd'hui, il y a des soirées Ligue des Champions où on leur met à disposition la salle télé. Voilà, on ne les oblige pas, mais on leur met à disposition. Il n'y a pas toujours beaucoup de monde. Voilà. Donc l'intérêt pour l'activité et on va dire l'amour du jeu a un petit peu disparu par rapport à il y a plusieurs années, ça c'est sûr. Est-ce que dans la salle il y a des demandes de précision, des questions, des interrogations auprès de nos collègues sur le centre de formation? Oui, cher. Merci pour ces présentations. Donc, cher directeur de l'UFR STAPS de Besançon, je veux rebondir juste sur votre dernière intervention. Est-ce que finalement, ce n'est pas leur bouée de sauvetage? Le fait que, parce que quand je vois moi-même personnellement, effectivement passionné à un moment donné, mais quand on voit qu'actuellement, chaque semaine, on peut passer chaque soir devant la télé à regarder un match de football. Parce qu'il y a tellement de programmation de matchs. Est-ce que ces jeunes-là aussi, qui très tôt ont parlé de la vidéo, on intègre dans la formation aussi la vidéo, où il doit savoir des séquences. Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait autre chose ne peut pas être considéré comme un bouée de sauvetage pour ces jeunes-là, surtout pour qu'ils puissent s'inscrire dans une durée? Si, je suis assez d'accord avec ça. Il n'empêche que si on veut, alors Pierre-Alain sera peut-être plus à même que moi par rapport à sa carrière de répondre, mais il n'empêche qu'on s'éloigne quand même de l'amour de l'activité. Bien sûr que, et notamment chez nous, où on a une scolarité intégrée, où les garçons n'ont que le mercredi après-midi, après les cours, ou le samedi, où là on n'a ni foot ni école, où ils peuvent sortir un petit peu. Et
Anne-Sophie le disait tout à l'heure, dans la sociabilisation, le fait d'aller rencontrer d'autres jeunes qui ne font pas du foot ou des filles, etc., c'est plus compliqué. Et ils ont besoin à l'intérieur du centre, et c'est pour ça que la DTN, dans le cahier des charges, nous impose aujourd'hui un référent socio-éducatif qui les ouvre à d'autres choses. On les emmène régulièrement sur des activités annexes. Il n'empêche que si on veut faire une carrière de haut niveau, il faut quand même, on apprend aussi en regardant. Et le fait de regarder trop peu de matchs de très haut niveau peut être un frein à un moment donné à leur progression. C'est mon avis, mais Pierre-Alain, si tu veux dire un mot là-dessus? Non, je pense que c'est important, oui, d'avoir... quand on devient footballeur, on fait un métier, mais avant ça, ça doit être une passion qu'on a depuis tout jeune. Mais après, vous avez raison sur le fait que le sport à la télé, il est un petit peu banalisé maintenant, on y a accès très facilement, alors que nous, quand on voyait le match de Ligue des Champions, on était tout contents. Et maintenant, pour eux, ça devient juste normal, quoi. Ils vont juste regarder 2-3 clubs qui les intéressent. Mais après, je ne sais pas si c'est un problème ou pas. La société évolue, il faut faire avec. Il y a d'autres choses, ils ont d'autres points qui les intéressent. C'est peut-être bien aussi qu'ils soient peut-être un petit peu moins passionnés, qu'ils gardent ça sur le terrain. J'ai joué aussi avec des joueurs internationaux qui ont fait des grandes carrières, qui ont gagné beaucoup de trophées, qui ne regardaient jamais un match à la télé. Donc il y en a qui ressentent le besoin, d'autres moins, on n'est pas tous pareils. Et il faut essayer de gérer chacun avec son caractère, ses envies. Il ne faut pas essayer de faire un modèle parfait où il faut regarder 4 matchs par la semaine à la télé. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas trop non plus, je ne regarde pas tout. Hein. Est-ce que vous avez des statistiques concernant ceux qui sortent du centre, qui n'ont pas fait carrière? Est-ce qu'ils se sont, par exemple, dirigés dans le milieu professionnel, mais par exemple comme entraîneurs, voire comme dirigeants, comme agents, par exemple, ou hors milieu professionnel? Est-ce que vous avez quelques points de repère sur les jeunes qui, malheureusement, n'ont pas fait une carrière professionnelle? Alors non, on n'a pas de statistiques. Maintenant, le football est une grande famille. On se retrouve toujours à un moment donné. Et qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a qui sont restés dans le milieu du football, qui ne sont pas passés en centre de formation, mais qui ont pu réussir comme éducateurs, comme dirigeants de club, ou qui se sont dirigés vers des métiers, notamment dans le médical, liés au football. Parce que, ou qui sont allés sur la préparation athlétique, ou qui sont allés sur la préparation mentale, qui sont allés sur la kinésithérapie. Maintenant, des statistiques, personnellement, j'en ai pas. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, parce que malheureusement, après, quand ils partent et qu'ils sont plus dans le milieu, on a du mal à garder contact avec tout le monde. Avec certains, oui, mais avec tout le monde, c'est très difficile. Voilà. Anne-Sophie, je crois que vous avez quelques précisions là-dessus. Oui, effectivement, dans mon travail de thèse, j'ai eu l'occasion de rencontrer des joueurs qui étaient sortis et qui avaient échoué, si on peut parler d'échec, parce que finalement, ils rebondissent et ils ne deviennent pas... Ils deviennent des professionnels dans d'autres domaines, donc c'est pas un réel échec. Notamment des jeunes qui, voilà, vous le disiez, hein, soit rebondissent dans des domaines proches et en fait ils réinvestissent tout ce qu'ils ont acquis de la sphère professionnelle dans un domaine toujours footballistique. Alors, voilà, dans les promotions de STAPS par exemple, on a beaucoup de jeunes qui sont sortis des centres de formation et qui, du coup, vont professionnaliser d'une autre manière tous ces acquis-là, avec une expertise particulière des centres de formation qui est toujours valable. Et alors, des fois, des parcours un peu plus heurtés de personnes qui, finalement, pas des personnes que j'ai rencontrées à Sochaux, mais dans d'autres clubs, qui, dans cette bascule, en fait, du rêve d'une carrière professionnelle à un arrêt brutal de la pratique, ne font pas le deuil de cette carrière et vont finalement s'accrocher au rêve, tant bien que mal, en investissant alors soit à l'étranger, des ligues moins cotées sur lesquelles finalement leurs performances sportives sont en adéquation avec le niveau attendu, ou alors vont aller se retrouver dans des villes plus moyennes et là vont au gré de plusieurs contrats avoir un rôle en CFA ou sur des divisions moindres et maintenir en fait toujours l'espoir
d'être repéré, de percer et de re-rentrer en fait sur ce monde professionnel. Donc voilà, si on ne prépare pas en fait aussi le fait de ne pas intégrer le professionnalisme, il y a ce risque-là de garder des profils qui finalement viennent continuer à dire mais c'est une erreur d'arbitrage, là moi j'aurais dû rester, et finalement ils n'ont pas vu en moi ce que tout le monde sait être parfaitement logique. Donc, si je peux juste faire un parallèle avec ma promotion à moi, c'est vrai qu'on a du mal à avoir des statistiques, on a du mal à suivre tout le monde, c'est compliqué. Mais moi sur ma promotion, il y a eu tout. Il y en a qui ont réussi un petit peu dans le foot, il y en a qui ont fait des carrières amateurs, mais qui leur ont permis de trouver un boulot, de se former à d'autres choses avec l'aide des sponsors souvent de ces clubs-là. Il y en a qui sont partis dans autre chose, dans les kinés, il y en a qui travaillent dans les banques, enfin il y a tout. Il y a tout, qui ont ouvert des restaurants, il y a vraiment de tout. Donc chacun après trouve sa voie, mais il n'y a pas de règle. Il y a parfois quelques issues dramatiques. Je pense en octobre 2020 à ce jeune défenseur de 17 ans qui s'est suicidé après avoir été libéré, entre guillemets, par Manchester City. Là, ce sont des cas extrêmes, évidemment, en la matière, mais vous avez raison, les compétences offertes, permises par le centre de formation, permettent de pouvoir ensuite trouver sa voie, suivant les circonstances, les opportunités, et il y a matière à pouvoir avoir cette employabilité assez facilement, finalement, par rapport à d'autres professions plus menacées par les problèmes de précarité, par exemple. Bien, ben justement, nous allons poursuivre notre discussion avec les aspects économiques, puisque c'est un élément fondamental, et nous avons le plaisir d'avoir Luc Arondel et Richard Duhautois avec nous. Luc est directeur de recherche au CNRS, il est chercheur en économie du sport, et il a beaucoup travaillé sur les questions de patrimoine, en particulier un travail réalisé avec André Masson sur l'épargnant dans un monde en crise. Et Richard, lui, a été économiste à l'INSEE, il était professeur associé à Paris-Est Val-de-Marne, ou plutôt Marne-la-Vallée, et il est actuellement chercheur au LIRSA, qui est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, qui est rattaché, je crois, au CNAM, et en même temps au C2ET, au Centre d'études de l'emploi et du travail. Donc là, nous avons maintenant à aborder la question du secteur économique, du poids économique, et puis de manière plus spécifique, très certainement, vous allez nous indiquer ces points de repère sur les transferts, sur la fixation des salaires, par exemple, le budget, et éventuellement les inégalités qui peuvent intervenir, et peut-être le poids de certaines grandes structures, je pense au G14 en particulier. Voilà, vous avez la parole. Bon, je vais commencer exceptionnellement. D'habitude, je le laisse toujours parler. Mais je vais vous parler surtout du marché du travail et des salaires. Et Luc vous parlera surtout du financement du football professionnel. Mais avant, si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur la formation, c'est possible. Voilà, moi j'ai en tête, alors je sais pas comment c'est à Sochaux, mais en fait, bon, sur le pic des jeunes joueurs, c'est en U11 et ils sont 88 000. 88 000 joueurs. Je crois qu'en U13, quand ils commencent à signer des ANS, ils sont à peu près 84 000 en France. Et parmi ces 84 000, il y en a 400 qui rentrent dans des centres de formation. Et parmi ces 400, il y a à peu près 10% qui deviennent footballeurs professionnels. Donc ça fait 40. Il y en a 22 qui se retrouvent en équipe de France U16. Je prends les U16 parce que c'est eux qui rentrent. Hein. Et parmi ces 22 qui sont dans l'équipe de France U16, il y en a entre 0 et 5 qui deviennent internationaux français. Donc j'aurais voulu savoir comment c'est à Sochaux finalement par rapport à toutes ces statistiques. Est-ce que vous avez un peu plus de réussite ou moins de réussite? Je pense qu'on a à peine plus. C'est ça, qu'un sur 10, je crois. Alors après, non, là où je voudrais rebondir, c'est que quand on signe des ANS à 13 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on prend des engagements tôt, plus on prend des risques. Nous, ça nous est arrivé les premiers, et notamment quand on était en Ligue 1, on faisait signer entre 10 et 12 ANS par saison, d'accord, sur différentes catégories. Hein. Aujourd'hui, on est à 4, 5 maxi. Parce que le problème, c'est qu'entre le moment où il signe l'ANS à 13 ans et où il arrive chez nous à 15 ans sur sa catégorie U16,
qui rentre dans un pôle espoir ou pas, s'il peut rester dans un club amateur qui travaille plutôt très bien. Il y a tellement de facteurs physiques, intellectuels, familiaux qui viennent perturber tout ça que voilà, on jette la pièce puis on espère qu'elle tombe du bon côté. Donc aujourd'hui, on le tente sur des joueurs qui nous semblent avoir beaucoup de talent et on prend quand même des risques, mais sur très peu. Et après, on ouvre la porte à des garçons qui ont 15, 16, 17 et 18 ans. Voilà. Après, les statistiques, aujourd'hui, elles sont... voilà, aujourd'hui, on a un garçon, on va prendre un exemple, hein, comme Alan Virginus chez nous, qui a signé pro précocement, pour qui ça se passe bien, qui est international, etc., qu'on a fait signer un ANS à 13 ans, d'accord ? Et puis on a les 3 derniers garçons qui ont signé des contrats pro, on les a recrutés entre 17 et 19 ans. Voilà. Donc la vérité, il n'y en a pas, mais plus on attend, mieux c'est. Notamment, il y a un passage qui est hyper important, c'est le passage du foot à 8 au foot à 11. Parce que là, on a des très bons joueurs sur du foot à 8 qui, sur un terrain réduit, excellent, et dès qu'on les met sur un grand terrain, et c'est normal, il leur faut plus de temps pour s'adapter. Donc nous, on privilégie aujourd'hui un petit peu plus le foot à 11 en attendant 14, 15, 16, 17 ans pour pouvoir les faire signer. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont réformé les U13, qui sont passés de 8 à 11. C'est ça. Ah, d'accord. Pas ici. Hein. Pas ici, c'est simplement en Ile-de-France. C'est qu'en Ile-de-France, oui, d'accord. Pour l'instant. Nous, on est toujours à 8. Mais ça devrait, à mon avis, venir. Merci. J'aurais d'autres questions, mais je vais vous parler comme ça, de but en blanc, du marché du travail et des salaires des footballeurs. Alors, en introduction, si vous voulez avoir vraiment une information depuis 1932, donc le début du professionnalisme en France, je vous conseille un bouquin de Val Lanfranchi, Les footballeurs professionnels. C'est un bouquin d'histoire, mais en tant qu'économiste, on aime bien l'histoire aussi. Donc, je vais vous parler, est-ce que la masse salariale est importante pour la performance des clubs ? Ensuite, je vais vous parler d'effets superstars et de la segmentation sur le marché du travail. De l'explosion de la mobilité suite à l'arrêt Bosman et en effet la durée de carrière qui en découle. Et ensuite, je vais simplement poser une question sur faut-il plafonner la masse salariale, du moins le salaire des footballeurs, puisque évidemment c'est une question récurrente étant donné tout ce qu'on entend dans la presse sur est-ce que les footballeurs sont trop payés, etc. Voilà. Alors, et évidemment, il y a d'autres points qu'on aurait pu aborder, mais bon, je ne vais pas le faire là. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je répondrai. Alors, en fait, sur cette histoire de masse salariale et liée à la performance, c'est un petit peu la réaction que vous avez eue tout à l'heure quand l'OM a gagné la Coupe d'Europe en 1993, en disant qu'elle avait la deuxième masse salariale, le deuxième budget derrière le Milan AC. Et puis Paul a répondu que aujourd'hui la masse salariale était sans commune mesure, mais finalement vous avez raison tous les deux, c'est que la masse salariale relativement à l'époque évidemment est très importante et donc il y a une forte corrélation, que ce soit dans les années 90 ou aujourd'hui, entre la masse salariale et la performance des joueurs. Donc évidemment, c'est pour ça que les clubs en fait investissent énormément dans les stars pour pour avoir une chance de remporter. Alors j'aurais pu vous passer les graphiques, mais il y en a plein, hein, ça marche pour la Ligue 1, pour tous les championnats, c'est que la corrélation est autour de 0,7 en général, entre la masse salariale et la performance. Donc ça me fait venir au deuxième point, c'est à l'effet superstar, puisqu'évidemment les clubs embauchent des stars. Alors qu'est-ce que c'est l'effet superstar ? C'est en fait la relation salariale en fonction du salaire. Et donc c'est une courbe convexe. Donc plus on a de talent, évidemment, plus on gagne d'argent quand on est un footballeur professionnel. Et évidemment, ça concerne très très peu de personnes. C'est-à-dire que on estime un petit peu à 5% en gros les superstars, donc des footballeurs qui sont en situation de monopole sur leur segment de marché. C'est-à-dire que en gros, qui peuvent négocier avec plusieurs clubs, alors que la plupart des footballeurs en fait sont dans une situation inverse. C'est-à-dire que en fait ils ont pas forcément de la facilité à trouver un club et la négociation salariale évidemment est très difficile. Alors
Donc évidemment, on sait très bien que le salaire moyen est tiré par les points aberrants. Alors quand on entend dans la presse le niveau de salaire moyen des footballeurs, c'est fortement tiré alors aujourd'hui par les joueurs du PSG. Donc si on enlève les joueurs du PSG, le salaire moyen descend d'un seul coup, et à la limite, même si on prend le salaire médian, donc qui coupe la distribution en deux, on est à des niveaux j'allais dire relativement faible, mais évidemment relativement élevé pour nous, mais relativement faible par rapport à leur durée de carrière dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc cet effet superstar, évidemment, un effet sur ce qu'on appelle la segmentation du marché du travail. Donc, en fait, avec Luc, là, on refait une édition de notre bouquin qui s'appelle L'argent du football, qui sortira au mois de septembre. Et puisqu'on est dans le football au XXIe siècle, bon, je ne sais pas si vous connaissez ce type de théorie, mais en gros, on considère qu'il y a une dualité sur le marché du travail, donc plutôt un marché secondaire avec des non qualifiés, et qui représente une grosse partie en effet des travailleurs, et une toute petite partie qui sont, je simplifie, sur le marché primaire supérieur, c'est-à-dire avec des hauts salaires qui sont qualifiés, etc. Et donc avec Luc, on se posait la question sur l'évolution en fait du marché du travail des footballeurs. Alors on est passé finalement d'un marché dual, et aujourd'hui il nous semble qu'on est sur un marché trial, c'est-à-dire que le marché secondaire, donc la majorité des footballeurs avec des salaires relativement faibles entre guillemets, avec des carrières très courtes, sont toujours à peu près les mêmes, mais par contre sur le marché des superstars, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que il y a le marché des stars. Donc, allez, admettons, entre le 4%, 96 et 99e percentile. Et puis, il y a le marché des superstars comme Mbappé qui négocie des salaires phénoménaux, quoi, aujourd'hui. Donc, en fait, finalement, le 21e, du moins le football au 21e siècle, d'un point de vue marché du travail, est plutôt en train de tendre vers la trialité sur le marché du travail au lieu de la dualité habituelle. Voilà, tout ça c'est lié évidemment à l'explosion de la mobilité dont Paul a parlé, donc suite à l'arrêt Bosman, et notamment à la distribution, du moins à l'augmentation très forte des droits TV qui sont concomitants à cet arrêt Bosman. Donc, alors je sais qu'il y a d'autres lois derrière qui ont permis encore plus de mobilité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, pour vous donner un exemple, à la fin du contrat à temps, dans les années 70, finalement, il y aurait pu avoir un peu plus de mobilité sur le marché du travail des footballeurs, mais qui n'a pas eu lieu, puisqu'évidemment, il n'y avait pas d'argent. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'il y a eu la libéralisation du marché du travail, qui est concomitant à l'augmentation très forte des droits TV. Donc il y a une explosion de la mobilité, et notamment en Europe, puisque on parle toujours des transferts, mais tous les transferts payants se font dans le Big Five. D'accord. Alors je rappelle juste un petit chiffre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur l'ensemble des transferts internationaux dans le monde, il y a en gros entre 10 et 15% qui sont simplement des transferts payants, 20% sont des prêts, et 60% c'est des transferts libres. Donc il y a très peu finalement de transferts payants dans le monde, et ils sont tous concentrés sur le Big Five. Même les pays comme les Pays-Bas, le Portugal, qui sont quand même des nations relativement fortes, finalement, il y a énormément de prêts et de fins de contrat. Voilà, je ne prends pas trop de temps. Non. Et donc, l'explosion de la mobilité a eu un effet, et a un effet très fort sur la durée de carrière des joueurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des clubs, à part en effet les grands clubs qui ont une stabilité de leurs effectifs très fort, il y a en gros 50% de l'effectif qui est renouvelé chaque année. Et donc ça a un effet évidemment sur la durée de carrière en première division des footballeurs professionnels. Et donc ce que je disais, c'est que plus les joueurs font partie du marché secondaire, plus ils ont des carrières très courtes. Et en gros aujourd'hui, alors la carrière moyenne en France en Ligue 1, c'est à peu près entre 4 et 5 ans. Alors il y a des économistes allemands qui ont fait un papier dans une revue qui s'appelle Journal of Sports Economics, et qui ont montré, qui ont des durées de carrière très longues sur 40 ans, du début du professionnalisme en Allemagne en 1963 jusqu'en 2003. Et en gros, ils ont montré que 30% des footballeurs, qu'on retrouve d'ailleurs sur le marché du football féminin, ont une durée de carrière de 1 an. Et simplement 1 sur 10 ont une carrière supérieure à 10 ans. Donc si vous voulez les statistiques, je vous les donnerai plus tard. Et je vais finir sur
sur la question, faut-il plafonner les salaires des footballeurs? Alors, le salaire de certains footballeurs, donc ceux qui sont dans le troisième segment du marché du travail, le plus élevé, font toujours couler un peu d'encre. Et alors, sur cette histoire de plafonnement salarial, en fait, ça vient des ligues fermées aux États-Unis. C'est-à-dire que les ligues fermées aux États-Unis, en fait, pour redistribuer les cartes, ce qu'ils font, c'est qu'ils plafonnent la masse salariale des clubs pour que, évidemment, les clubs n'achètent pas tous les mêmes les superstars. Donc il y a aussi la draft qui permet de recruter sur le marché universitaire notamment et qui permet de réguler un petit peu tout ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut appliquer ce salary cap dans les ligues ouvertes comme on a en Europe. Donc les ligues ouvertes, je précise, c'est avec des promotions en relégation. Donc alors, le premier point, c'est que évidemment pour avoir une ligue fermée, il faudrait que tous les clubs soient plafonnés au même niveau, c'est-à-dire que finalement qu'il y ait une super ligue européenne. Parce que comme le budget des clubs dans les différents championnats, prenons simplement le Big Five, n'est pas du tout le même, évidemment, le plafonnement de la masse salariale n'aurait pas du tout le même effet. L'autre problème, c'est évidemment la fiscalité. La fiscalité en Europe qui n'est pas la même, et notamment sur les charges sociales patronales, qui sont beaucoup plus élevées en France que dans les autres pays, ou qui sont plafonnées. Donc finalement, on pourrait plafonner les salaires à condition finalement de fermer les ligues. Et puis il y a un autre problème qui en découlerait, c'est qu'aujourd'hui le football avec le système de ligue ouverte de promotion-relégation, c'est une des rares activités où les salariés captent la rente. Donc pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme les clubs veulent des victoires, ils embauchent les meilleurs joueurs. Donc, pour embaucher les meilleurs joueurs, il faut dépenser énormément d'argent. Et donc, c'est les salariés qui captent, en gros, la rente. C'est pour ça que les clubs professionnels, finalement, depuis la fin du 19e siècle, même si c'est en train de changer, sont toujours à l'équilibre budgétaire. Donc, le foot, c'est une des rares activités où les salariés, finalement, empêchent les actionnaires de faire des gros profits. Voilà. Merci. Ouais, je vais prendre la suite, donc je vais vous parler de l'argent dans le foot. Alors effectivement, le foot, est-ce que c'est une affaire économique? Le foot is a big business, c'est une phrase qu'on entend depuis le début du jeu. Finalement. Ça a été prononcé à la fin du 19e siècle. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours eu de l'argent dans le foot. Alors il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant pour replacer mon propos, c'est effectivement, je vais reprendre un petit peu l'histoire du foot à travers les âges, hein, donc définie par le sociologue Giuliano Notti, qui définit 4 périodes dans le football: la période traditionnelle, la période moderne et puis la période post-moderne. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt parce que ce qu'on a en tête quand on parle d'argent du foot, c'est plutôt cette période post-moderne, donc qui commence dans les années 80. On en a parlé tout à l'heure de l'arrêt Bosman, hein, donc qui commence en milieu des années 90. Alors c'est vrai qu'il y a l'arrêt Bosman, mais ce qui explique l'argent dans le foot, c'est pas uniquement l'arrêt Bosman, c'est aussi, on en a parlé aussi, c'est-à-dire c'est la croissance des droits TV, et puis aussi, faut pas l'oublier, l'arrivée des milliardaires dans le foot. On a parlé tout à l'heure de Berlusconi. Alors, voilà, une fois que ça s'est dit, est-ce que, si on situe un petit peu mon propos à partir des années 90, est-ce qu'il y a trop d'argent? Parce qu'on l'entend souvent, ça aussi, est-ce qu'il y a trop d'argent dans le foot? Eh bien, finalement, tout ça est un peu à relativiser. Hein. Parce que si on prend le chiffre d'affaires de tout le Big Five en Europe, c'est-à-dire des 5 plus grands championnats, on arrive à peu près à un chiffre d'affaires, je parle en chiffre d'affaires au niveau des revenus de tous les clubs, on arrive à un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup. Ben non, c'est très peu. Hein. 17 milliards d'euros, c'est à peu près le chiffre d'affaires la somme des paris qui est fait par la Française des Jeux en France. Donc finalement, le football, effectivement, ça génère de l'argent, mais c'est absolument incomparable avec la passion que ça suscite. Hein. Donc ça, c'est la première mise au point. Alors, donc je dirais que c'est plutôt une petite affaire.
Deuxième, si on veut caractériser un petit peu aussi cette période postmoderne en ce qui concerne son économie, c'est que, on l'a dit tout à l'heure avec Richard, c'est de dire ce qui est remarquable, c'est que les clubs ne sont pas des entreprises rentables. Hein, c'est-à-dire que les clubs ne font pas de profit. Les clubs ne sont pas des entreprises comme les autres. Ils ne font pas de profit. Elles maximisent non pas le profit, mais elles maximisent les victoires. Ce qui fait, qu'on vient de dire, ce qui fait qu'effectivement, si vous voulez maximiser les victoires, il faut donc avoir les meilleurs joueurs, donc bien les payer. Donc c'est vrai que les footballeurs captent la rente. Deuxième chose, c'est que les clubs, par contre, même si les clubs ne font pas de profit, les clubs ne font très très peu faillite. Ça, c'est assez remarquable. On a fait une étude là-dessus avec Richard, c'est-à-dire que si on regarde même dans les différents pays européens, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en France, effectivement, il y a très peu de clubs qui disparaissent. Et lorsqu'ils ont des difficultés financières, lorsqu'ils sont en cessation de paiement, et bien finalement, quelques années après, des fois la période peut être un peu plus longue, mais ils renaissent un petit peu de leur cendre, quoi. Donc effectivement, ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, les clubs de foot sont des entreprises qui sont les plus pérennes qui soient. C'est-à-dire qu'effectivement, les clubs de foot ont été créés à la fin du 19e siècle. Effectivement, on retrouve la plupart des clubs de foot aujourd'hui. Le Havre a été créé à la fin du 19e. C'est toujours un club de foot, même s'il joue en Ligue 2. Donc ça, c'est aussi assez remarquable. C'est aussi pour vous montrer que le modèle économique des clubs de foot est un modèle très très particulier, très spécifique. Il ne faut pas le comparer aux entreprises classiques. Et donc effectivement, Richard l'a déjà dit, elles font pas de profit, donc c'est aussi parce que finalement l'arbitrage, on entend souvent parler de ça aussi en économie, le partage salaire-profit dans le foot se fait au bénéfice des travailleurs du terrain, c'est-à-dire les footballeurs. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, on peut dire que Marx l'a rêvé, le football l'a fait. Alors, maintenant, la conséquence, c'est-à-dire on se retrouve aujourd'hui peut-être aussi à l'orée d'une nouvelle période. Alors pourquoi ? C'est parce que finalement ce modèle économique qui a marché un petit peu comme je viens de vous le décrire rapidement, eh bien ça a créé un petit peu à l'image de la société dans son ensemble. Si on se réfère un peu aux travaux sur les inégalités de Thomas Piketty, donc à travers justement, il parle du capital au XXIe siècle, donc on parlera de football au XXIe siècle. Eh bien, effectivement, ce qu'a générer un petit peu ce modèle économique, c'est qu'il y a une croissance des inégalités un petit peu générale. Il y a une croissance des inégalités entre ligues, c'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, la première ligue est à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, la France c'est 2 milliards, donc c'est 3 fois moins. Bon, l'Allemagne et l'Espagne, c'est 3,5 milliards, et l'Italie, c'est 2,5 milliards. Donc, effectivement, il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau des ligues européennes. Il va y avoir des clubs qui sont plus riches que les autres. Il y a aussi une augmentation des inégalités donc, au sein des ligues, entre les équipes. C'est vrai que PSG, 600 millions d'euros de budget, comparé donc au plus petit budget qui doit être de l'ordre de 30 à 40 millions. Donc, effectivement, ça va créer des disparités économiques qui vont créer des disparités sportives, puisque on l'a dit tout à l'heure, lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous achetez les meilleurs joueurs. Et puis, il y a aussi, et là on vient d'en parler, des inégalités entre joueurs, mais là n'est pas mon propos. Donc ce qui fait que, finalement, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu peut-être à une nouvelle période du foot qu'on appellera l'hypermodernité. Alors, et l'hypermodernité qui va se caractériser, donc, la première caractéristique, c'est effectivement croissance des inégalités, mais aussi on voit des choses un petit peu apparaître qui vont peut-être changer un petit peu le fonctionnement de cette économie. Notamment, par exemple, je vais en prendre plusieurs exemples, l'arrivée des fonds d'investissement. En ce moment, on n'entend parler que des fonds d'investissement. Et il y a les fonds d'investissement privés, mais aussi les fonds d'investissement, des fonds souverains. C'est-à-dire qu'effectivement, City Football Group, c'est un fonds d'État, le Qatar aussi, et l'investisseur qui dans Newcastle, c'est aussi un fonds d'investissement d'État. Donc il y a une différence entre les fonds privés et les fonds souverains, puisque d'un côté vous avez quand même des fonds qui vont chercher à faire du profit à moyen terme, alors que les États, c'est un petit peu open bar. Donc effectivement, il y a une réticence, on voit bien une sorte de révolte aussi un peu entre guillemets des aristocrates des clubs de foot en Europe par rapport à ces nouveaux riches qui voient un petit peu d'un mauvais œil, voient arriver un petit peu ces masses d'argent. Mais néanmoins, ce qui est peut-être plus intéressant à noter, c'est que alors il y a l'arrivée des fonds d'investissement, mais aussi des propriétaires américains. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'objectif d'un fonds d'investissement, ou bien
comment dire, les motivations des propriétaires américains qui ont la culture un petit peu de ces ligues fermées, avec aussi un arbitrage, un partage salaire-profit qui est décidé en amont et non pas par le marché, on va dire. Eh bien, effectivement, ça peut éventuellement changer un petit peu cet arbitrage salaire-profit, cette maximisation des victoires par rapport au profit, et donc peut-être sans doute au détriment des joueurs. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Alors, c'est vrai que je pense que dans un premier temps, il y a sans doute eu une mauvaise connaissance du football de la part de ces propriétaires américains ou de ces fonds d'investissement, puisque si on regarde un petit peu au niveau des revues, des résultats d'exploitation, c'est quand même très, très rare de faire des profits sur des résultats d'exploitation. Malgré tout, il y a des secteurs dans lesquels on peut faire de l'argent dans le football. C'est effectivement le trading joueur, mais le trading joueur, c'est quand même très aléatoire aussi, et les fonds d'investissement, ils n'aiment pas trop l'aléa. Donc, effectivement, une autre solution, c'est d'investir dans d'autres secteurs du football, et ce qu'ils ont trouvé là, c'est qu'ils investissent dans les ligues elles-mêmes. Et là, il n'y a aucun risque, hein, puisque de toute façon, à partir du moment où vous achetez des parts, c'est l'activité d'un capital investissement traditionnel, c'est-à-dire que vous achetez des parts, et en contrepartie, vous touchez une partie des revenus. Étant donné qu'il y a des revenus générés par les droits télé, vous prenez aucun risque. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a différentes stratégies des fonds d'investissement. Hein. Investir dans un club, plutôt un petit club pour essayer de le vendre plus cher. Investir dans des clubs qui sont en difficulté, c'est ce qu'on a vu pendant la période du Covid. Investir dans la multipropriété, c'est ce que fait City Football Group, Red Bull aussi, pas Red Bull, le fonds aussi, Red, je sais plus comment il s'appelle, qui a investi à Toulouse, là, enfin, peu importe. Donc, ouais, il y a des stratégies différentes. Et puis, les dernières choses, c'est d'investir. Et là, c'est à moins de risque. Vous avez des investissements dans les ligues et voire même investir dans des compétitions. C'est-à-dire que la réforme, par exemple, la réaction, je terminerai mon propos là-dessus, par exemple, au moment du projet de Super League, il y avait un projet donc parallèle qui avait été initié par l'UEFA et donc où il y avait effectivement un partenaire qui était un fonds d'investissement. Donc vous voyez effectivement c'est relativement nouveau. Alors je terminerai juste là-dessus. Alors il y a d'autres éléments qu'on pourrait observer, c'est-à-dire le fait qu'effectivement il peut y avoir aussi l'arrivée de nouveaux investisseurs. On parle des GAFAM, on a Mediapro en France. Il y a aussi, d'une certaine manière, un facteur de demande qui peut changer, c'est-à-dire des nouvelles formes de consommation du football, hein, c'est-à-dire à travers les paiements à la carte, les choses comme ça, le fait que il y a de moins en moins de gens qui qui prennent des abonnements globaux, qui suivent les matchs à la télé, mais beaucoup plus sur des supports, des tablettes, des choses comme ça, donc qui consomment aussi match par match, etc. Donc c'est peut-être des choses qui vont se transformer. Et puis il y a aussi, c'est peut-être un peu moins marquant, c'est le fait que si on regarde du côté de l'Angleterre, il y a de plus en plus la part des ressources liées aux sponsors est de plus en plus importante, ce qui fait que les plus gros clubs anglais, même les plus gros clubs européens, ils ont réussi, eux, à diversifier leurs revenus. Hein. C'est-à-dire qu'on voit à peu près aujourd'hui un tiers droit TV, un tiers billetterie, parce que ce qu'on appelle les recettes jour de match, et puis un tiers des sponsors. Donc effectivement, tout ça aussi, cette discussion autour de la création, la réforme des compétitions, hein, autour de la création d'une Super League, c'est pas forcément par hasard, hein, c'est aussi, on voit bien, c'est aussi d'une certaine manière, on pourrait l'analyser à travers une sorte d'évolution, enfin l'aboutissement à une certaine évolution de l'économie un petit peu du football. Alors est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, ça on pourra en discuter. D'un point de vue économique, c'est pas complètement absurde, parce que je vous dis, à partir du moment où vous avez un accroissement des inégalités entre ligues, entre équipes, c'est pas forcément une mauvaise idée de créer un championnat où vous avez les plus grosses équipes. Après, effectivement, si on regarde certains observateurs, on a l'impression que c'est un peu inévitable. Plutôt que effectivement de la subir, il faut essayer d'essayer de la faire fonctionner de la manière la plus équitable possible, quoi, et ne pas effectivement subir un peu les délires un petit peu
des propriétaires des plus gros clubs, comme ça a été le cas en avril. Donc il faut sans doute imaginer une certaine régulation entre donc cette Super League et puis les ligues domestiques, etc., etc. Mais il faut plutôt la penser plutôt que la subir. Voilà. Donc après, est-ce que il y a aussi des choses sur le fait, est-ce que il y a beaucoup de choses dans la presse qui disent est-ce que le foot tel qu'il est actuellement au troisième millénaire va exploser, est-ce que c'est une bulle, etc. Là, nous, on n'y croit pas une seconde. Mais donc, c'est des choses qu'on pourra aborder lors de la discussion. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, ces éléments d'information. Je voudrais vous poser une petite question, votre opinion sur les règles UEFA par rapport au fair play financier. Est-ce que en la matière, c'est quelque chose qui tient la route? Est-ce que, au-delà du principe philosophique? Alors, initialement, le fair play financier a été créé pour deux raisons. La première, c'était effectivement pour éviter que les clubs s'endettent trop. Et la deuxième raison, c'était essayer de, voilà, un petit peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, de maintenir une sorte de ce qu'on appelle un équilibre compétitif, c'est-à-dire éviter les inégalités entre les équipes au sein des championnats et entre les championnats. Bon, je pense que, alors c'est difficile de séparer ce qui peut être expliqué par l'augmentation des droits TV ou bien par le fair play financier. Mais ce qui est sûr, c'est que les clubs, depuis les années 80, enfin, depuis les années, le fair play financier, c'est 2011. Depuis 2011, l'endettement des clubs, sauf un peu en Italie, mais a nettement diminué. Donc déjà, ça c'est le premier aspect. Je vous dis, est-ce que c'est vraiment une augmentation? C'est vrai que ça correspond aussi à la même période où les droits TV ont été négociés à la hausse, et très forte hausse en Angleterre. Donc finalement, bon... Donc ça a été mais voilà. Alors après, on parle, à un moment, on avait parlé d'un fair play financier 2.0 où il y aurait une limite à la balance nette des transferts. Donc ça, c'est peut-être une bonne idée, dans le sens où ça a aussi des vertus, c'est-à-dire ça maintient un petit peu les effectifs au sein des équipes, etc. Ça limite les mutations entre équipes. Après, sur les dernières réformes qui ont été abordées, je pense que c'est plus un relâchement des règles qu'un durcissement des règles. Bien. Est-ce qu'il y a des demandes de précision dans la salle sur ces aspects économiques? Oui, en fait, c'est plutôt une observation. Parce que vous avez parlé de la Super League. Bon, tout le monde est monté au créneau pour critiquer cette future, entre guillemets, future compétition semi-fermée. Mais en fait, il y a en rugby le tournoi Destination. En fait, c'est une compétition fermée. En fait, quand tout le monde applaudit le tournoi Destination, alors que la compétition est fermée, alors que pour le projet de Super League, tout le monde est monté au créneau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des réactions paradoxales par rapport entre le tournoi Destination et le projet de Super League? Bon, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, parce que le tournoi Destination, c'est quand même une compétition avec des équipes nationales, alors que là, la Super League, ça serait les meilleurs clubs européens qui seraient dans une ligue fermée. Oui, mais c'est fermé, Destination. Oui, mais c'est fermé, mais on veut faire entrer l'Afrique du Sud. Non, mais c'est ponctuel, oui. En fait. Oui, c'est ponctuel, mais tout le monde applaudit. À mon avis, je pense qu'il y a un peu de poids, de mesure. Moi, je ne suis pas contre les compétitions fermées, parce que je pense que ce n'est pas forcément mauvais, puisqu'il y a le championnat de NBA, c'est peut-être le meilleur championnat du monde. Donc dire que les compétitions fermées, c'est mauvais, c'est un peu faux. Ah non, mais c'est pas du tout faux. De toute façon, cette histoire de Super League, alors, je vous donne un exemple, c'est que le football américain, par exemple, le football américain, en fait, le chiffre d'affaires, c'est à peu près 10 milliards par an, et donc qui est localisé quand même sur l'Amérique du Nord. Et donc en fait derrière la création d'une Super League, ce serait le sport le plus populaire de la planète, avec les meilleurs clubs de la planète, qui générerait des sommes faramineuses de tous les pays du monde. Donc finalement c'est ça l'idée derrière. C'est de générer, sans compter par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une ligue fermée, il y a des règles énormes, donc c'est le système soviétique, pour que les actionnaires bénéficient énormément du profit dégagé par ce type de compétition. Voilà. Mais bon, moi, il me semble quand même que ça n'a rien à voir avec le tournoi Destination. D'autres demandes? Oui, Paul? Demande pour
À propos de la mise en bourse des actions des clubs, bon, c'est quelque chose qui a été relativement en vogue dans les années 90, voire 2000. Bon, j'ai des amis qui ont pris des actions pour l'OL, bon, qui l'ont fait en tant que supporters, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient perdre une grande partie de l'argent qu'ils avaient placé. Bon, pour vous, c'est quelque chose qui finalement est de l'ordre du passé, justement, et qui n'est pas à l'ordre du jour pour le 3e millénaire. D'un point de oui, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément enfin énormément, il y a eu beaucoup de clubs qui ont été cotés en bourse à un moment. Il y en a de moins en moins. Je sais plus le nombre qu'il y en a. Il y en a 22, je crois. 22. Il y en a 2 en France. Il y a l'Olympique Lyonnais et puis un petit club, je sais plus lequel c'est, dans le sud. Istres, voilà, Istres. Donc bon. Donc, mais bon, pourquoi ils se sont rendus compte que de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même un modèle économique qui est très spécifique, et ils sont aperçus que finalement détenir une action, c'était très aléatoire, quoi, je dirais. Donc espérer des rendements. L'activité du foot, c'est pas ça confirme que c'est pas une activité économique classique, quoi. Donc voilà, faire d'argent en achetant des parts de clubs, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. C'est marrant. L'exemple qui me vient là, c'est la Juventus qui est cotée en bourse. Il y a Manchester aussi. D'ailleurs, ils ont supprimé le cours boursier avant, ils avaient créé effectivement un cours boursier avec les principaux clubs européens. Ils ont supprimé cet index boursier. Mais par exemple, quand Ronaldo a été transféré donc de Madrid à la Juve, on a vu qu'effectivement la cour de la bourse qui a pris, je crois, énormément, je crois 70%. Effectivement. Et on voyait bien qu'effectivement, à chaque fois, dès qu'il était blessé, dès qu'il y avait que ça baissait, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un fonctionnement très particulier, quoi. Donc, mais on le voit aussi à travers maintenant, ce qu'on appelle les monnaies, enfin les crypto-monnaies, quoi, ce qu'on appelle les fan tokens. On voit bien que voilà, ça fonctionne un peu de la même façon. Et on voit bien que c'est lié aussi à la passion des fans, plus qu'à des investissements financiers. Bien, nous allons, compte tenu des contraintes de temps, passer la parole au dernier intervenant, Guillaume Nasselin, qui est délégué général de Fondation du football, qui est aussi titulaire d'un Master 2 en sport professionnel à l'université de Caen, Basse-Normandie, je crois, et qui justement va nous entretenir du football dans une optique de sport responsable, solidaire, inclusif, bref, une vision citoyenne, qui met l'accent sur son rôle social éducatif à travers plusieurs opérations, les trophées Philippe Seguin par exemple, ou les rencontres récentes de l'inclusion par le sport. Tout à fait, merci beaucoup Gilles. Je voulais avant tout remercier la Ligue de sport universitaire locale et son directeur Jean-Luc Tinchamp pour l'invitation, ainsi que la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football, Daniel Fontenot, son président, et Patricia, sa vice-présidente, pour l'invitation. Le fait qu'on ait cerné cette thématique finalement pour essayer de porter un discours autour d'un football qui serait un sport avec des vertus éducatives, de responsabilité, d'inclusion, etc. C'est un peu ce qui nous anime au quotidien au sein du Fonds d'action du football. Alors c'est une entité que vous connaissez peut-être pas, qui a un statut de fonds de dotation qui a été créé en 2008 à l'initiative de la fédération et qui vise à adresser tous les sujets de la responsabilité sociétale auprès de l'ensemble des instances du foot, donc le football amateur via la FFF, mais également le football professionnel via la LFP, les syndicats de clubs, de joueurs, etc. Donc pour intégrer la dimension durable du foot au sein de l'ensemble des politiques qui sont menées par les instances du foot. Donc ça relie parfois l'économie, évidemment beaucoup la formation, puisque parmi les programmes d'action qu'on a initiés au sein de ce laboratoire d'innovation sociale au service de la politique fédérale, j'ai beaucoup apprécié les interventions précédentes qui concernaient la formation, puisque c'est un peu de notre faute si les cahiers des charges se sont durcis, puisqu'on a travaillé avec la direction technique nationale pour généraliser, je dirais, l'idée de pouvoir accompagner au-delà du sportif, au-delà du scolaire et de l'académique, les 3600 jeunes joueurs et joueuses qui sont accueillis aujourd'hui dans les structures de formation, que ce soit les centres de formation
de clubs professionnels, donc à peu près 37 ou 38 selon les années, et les pôles espoirs également qui dépendent des ligues régionales sur l'ensemble du territoire, donc à peu près 60 structures qu'on accompagne au fond d'action avec un dispositif qui s'appelle Open Football Club. Je pourrais y revenir, mais ça a déjà été pas mal abordé finalement dans les échanges au début de cette table ronde. On a un double objectif dans notre, je dirais, philosophie, c'est de valoriser, mieux faire connaître le rôle social citoyen du foot, tout l'impact sociétal qu'il peut représenter. Je vous donnerai peut-être quelques chiffres, ça peut être intéressant tout à l'heure de mettre des chiffres sur ces informations-là, et d'utiliser aussi le football comme un levier d'éducation et un vecteur d'apprentissage de la citoyenneté. Donc on est aussi parti du principe que le club de football, le football en général, mais par le biais de ces opérateurs de terrain que représentent les clubs, les 15 000 clubs. C'est une activité qui se joue vraiment partout, sur l'ensemble du territoire national, dans le moindre village. Enfin, on a 36 000 communes en France, je crois, on a 15 000 clubs de football, donc il y a beaucoup de clubs partout sur le territoire, il y a beaucoup d'équipements sportifs, même si on a vu qu'il y avait des carences, ça a été dit un petit peu plus tôt dans la journée, c'est un frein au développement de la pratique, et je pense que si on avait plus d'équipements sportifs dans certaines zones, on aurait beaucoup plus que 2 millions de licenciés. Aujourd'hui, on a 2 200 000 licenciés, je parle sous le contrôle de Daniel, 2 100 000, entre 2 100 000 et 2 200 000 licenciés. Il y en a à peu près 50% qui ont moins de 20 ans. Tout ça, c'est des chiffres qui me semblent importants parce que la question de la responsabilité, elle se pose dès lors que on va toucher et impacter une partie non négligeable de la population. On accueille beaucoup de monde, on accueille avec assez peu de freins finalement, côté inclusif, et on accueille dans les meilleures conditions possibles, évidemment un football responsable qui vient légitimer tout le travail d'accompagnement, de formation des dirigeants, des éducateurs, des éducatrices au quotidien, les importantes sommes d'argent qui sont dépensées dans la formation aujourd'hui en France. Je crois que c'est 3 millions d'euros à peu près chaque année qui sont dépensés pour former les dirigeants, les dirigeantes et les éducateurs et éducatrices. Donc c'est véritablement important et effectivement, c'est des chiffres qui sont assez vertigineux. Quand je parlais de 1 million de licenciés qui ont moins de 20 ans, il se trouve que sur la population française, et vous aviez des chiffres que je pourrais qu'on pourrait mettre à jour. Vous parliez des 88 000, je crois, qui sont en U11. Je crois qu'on a passé les 110 000 aujourd'hui jeunes qui ont une licence de foot à la FFF et qui ont moins de 11 ans, enfin qui sont dans la catégorie U11, donc entre 10 et 11 ans. Voilà. Donc ça a évolué encore, ça a encore augmenté depuis ces derniers chiffres, et il se trouve que quand on a mené une enquête sur la cohorte des jeunes qui sont nés en France en l'an 2000, on a fait cette étude en fin 2018 pour essayer de mesurer combien de ces jeunes avaient eu une licence à la FFF avant d'avoir 18 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment 60% des garçons nés en France qui avaient une licence à la FFF avant d'avoir 18 ans. Donc ça c'est non négligeable, et c'est 31% sur la population garçons-filles confondus. Évidemment on est encore un peu en retard, même si de disciplines très très masculines, on se rend compte que par rapport à des disciplines qui sont, je dirais, connotées féminines, on a plus de licenciés que dans certaines disciplines comme la gymnastique. Il y a des âges où aujourd'hui il y a plus de footballeuses que de gymnastes en France sur certaines catégories d'âge. Donc c'est évidemment non négligeable. Ça nous confère une responsabilité importante. Quand je dis nous, c'est évidemment les instances, mais en premier lieu l'ensemble des acteurs de terrain, les clubs, évidemment, les 15 000 clubs qui fonctionnent avec 400 000 bénévoles, avec plusieurs dizaines de milliers d'éducateurs et d'éducatrices, et qu'il faut accompagner pour accueillir dans les meilleures conditions possibles tous ces jeunes au quotidien. Alors, quelques chiffres sur le volet responsable, sans être trop long. Il y a quelques années, la Fédération française de football nous a missionné pour tester un dispositif d'accompagnement et d'éducation, utiliser les temps d'entraînement et les temps de match pour éduquer autour des terrains. On parle de foot, mais nous, on ne parle pas beaucoup de football en tant que pratique, et on ne parle vraiment pas beaucoup de jeu au fond d'action, puisque notre mission, c'est vraiment de traiter les à côté et de se dire comment on fait pour utiliser la polarité du club pour véhiculer un certain nombre d'accompagnement auprès des jeunes, et notamment s'en servir comme un levier éducatif.
Et la FFF nous a missionné pour tester un programme qu'on a testé à l'échelle expérimentale auprès de plusieurs clubs pilotes. Et je suis ravi de retrouver Patricia, puisque j'avais déjà eu l'occasion de venir au sein de la Ligue à l'époque, la Ligue de Bourgogne, pour initier ce projet qui s'est démultiplié et qui aujourd'hui a changé, je dirais, de dimension, puisque la FFF porte ce programme éducatif fédéral qui bénéficie à 800 000 jeunes et qui sont accompagnés sur tous les volets, je dirais, de l'éco-citoyenneté, des questions de santé, d'apprentissage des lois du jeu. Ça fera évidemment plaisir à Michel Vautreau qui expliquait tout à l'heure que les joueurs de football, y compris au plus haut niveau, ne connaissent pas les règles du jeu. Effectivement, on avait fait les mêmes constats sur une population beaucoup plus large. Nos jeunes joueurs en école de foot ne connaissent pas non plus très bien, voire pas du tout, les lois du jeu. Et ça, c'est une part non négligeable et je dirais non négociable des apprentissages qui doivent leur être dispensés au sein de nos écoles de foot. C'est évidemment pour ça que ce programme a été construit. Il bénéficie aujourd'hui à plusieurs milliers d'écoles de foot. Alors on n'a pas encore atteint le total et la jauge maximale. On a, je crois, 8 ou 9 000 écoles de foot en France. Beaucoup sont labellisées. Évidemment, toutes celles qui sont labellisées sont intégrées dans cette démarche-là, au même titre que les centres de formation qui aujourd'hui ont un agrément sont aussi dans une démarche d'accompagnement éducatif bien spécifique avec un cahier des charges dicté par la DTN et des cahiers des charges qu'on vient de nourrir. Voilà. Sur le volet, je dirais, cet accompagnement des clubs, évidemment, on ne vise pas au hasard. On vient initier des programmes d'action sur des thématiques bien ciblées qui nous remontent du terrain. Et ça, c'est un autre volet très important de notre activité, c'est que tous les ans, on a, et vous le disiez Gilles, un appel à candidature qui est proposé à l'ensemble des clubs de foot qui sont affiliés à la FFF pour faire remonter les bonnes pratiques du terrain et évidemment mettre la lumière dessus. C'est ce qu'on appelle les trophées Philippe Séguin du Fonds d'action du football. Philippe Séguin, du nom du premier président de notre structure, qui était président à l'époque où on avait un statut de fondation, donc entre 2008 et 2010. Et Philippe Séguin avait souhaité pouvoir valoriser le travail de l'ombre qui était porté au sein de l'ensemble des clubs de foot sur l'ensemble du territoire national, ce qui nous a amené à valoriser des initiatives dans beaucoup de domaines. Alors je vais pas pouvoir être exhaustif, mais je voudrais faire un petit clin d'œil en venant ici, en vous disant que lorsqu'on a révélé le palmarès il y a 15 jours ou 3 semaines de la 14e édition des trophées, on a eu l'occasion de mettre à l'honneur parmi une quinzaine de clubs amateurs 2 clubs issus de ce territoire, de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, qui pour l'un avait conduit une action d'inclusion de réfugiés, de demandeurs d'asile dans une zone très rurale. Je crois que le club c'est le Triangle d'Or Jura Foot, dans le district du Jura, me semble-t-il, qui accompagne des demandeurs d'asile, évidemment sur de la pratique et des créneaux de pratique sportive, mais pas seulement, sur aussi de l'accompagnement et de l'aide administrative sur toute la gestion de la situation bien particulière de ces personnes, qui sont accueillis dans beaucoup de clubs en France. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait une étude qui permet de montrer qu'il y a 24% des clubs de foot qui accueillent des réfugiés, que ce soit des mineurs non accompagnés ou des demandeurs d'asile. Enfin, voilà. Je dirais que la crise migratoire a été vécue au plus près par beaucoup de clubs sur l'ensemble du territoire, avec beaucoup d'initiatives très inspirantes qu'on a, je dirais, écoutées, qu'on a recensées, qu'on a écoutées aussi beaucoup, et qui nous ont permis d'éditer une aide méthodologique qui aujourd'hui bénéficie à beaucoup de clubs, puisqu'on a publié un guide qui s'appelle Football et réfugiés, qui, je pense, aura vocation à être actualisé prochainement, puisqu'on suit évidemment de près je dirais les mouvements migratoires qui viennent d'Ukraine, avec une population qui sera encore différente ces dernières semaines et ces prochains mois, puisqu'avec une typologie et un profil assez différent de familles et d'enfants qui vont aussi, à un moment donné, inévitablement arriver dans les structures associatives, et notamment les structures associatives sportives. Et évidemment, les clubs de football seront en première ligne pour accueillir également ces personnes. Le deuxième club local de l'étape qui a été valorisé, c'est un club qui s'appelle le FFM La Romaine, qui travaille, qui a dans un milieu encore très rural,
avec une offre culturelle relativement, je dirais, limitée, de par la ruralité, à imaginer une solution intéressante de profiter des rencontres qui sont organisées à l'extérieur, donc pour leurs jeunes, leur école de foot, pour visiter des lieux de culture, et finalement, lorsqu'ils ont 100 km à faire pour disputer un match de district ou de ligue, ils en profitent pour aller visiter des lieux de culture. Donc ça, ce sont des idées dont on essaie de s'inspirer, qu'on essaie de réunir, donc on met la lumière dessus, et puis on essaye de créer les conditions de leur généralisation, en les modélisant, en essayant de comprendre ce qui a fonctionné à un endroit pour essayer de le répercuter à un autre endroit et au plus grand nombre possible, en véhiculant ces bonnes idées, ces bonnes pratiques au plus grand nombre. Évidemment, on a besoin de relais aussi médiatiques pour valoriser ces initiatives, mais en tout cas, elles sont toutes portées par des gens qui sont extrêmement méritants et qui viennent aujourd'hui, même si c'est pas leur ambition de départ, évidemment nourrir pleinement la politique fédérale, puisque que ce soit la Fédération française de football, mais les autres instances ont évidemment voient d'un œil très très attentif ce qui peut être porté sur le territoire, sur le terrain, et qui peut avoir des impacts assez importants au niveau de la population et de l'écosystème football en général. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions ou des précisions que je pourrais apporter. Merci de nous avoir présenté ces initiatives. Il y en a une qui m'a beaucoup intéressé à propos des concours d'éloquence dans les centres de formation. Je ne sais pas si M. Mérieux a expérimenté ça au CSM, mais ça semble très intéressant. Peut-être pour en dire quelques mots. Oui, alors effectivement, on a depuis 2014 initié, on en parlait tout à l'heure, le programme d'ouverture civique et culturelle Open Football Club, donc qui bénéficie à l'ensemble des structures de formation d'élite aujourd'hui, donc les centres de formation et les pôles espoirs. Et dans le prolongement de ce dispositif, on a souhaité, avec une association qui s'appelle Prométhée Éducation, et dont c'est la spécificité de proposer des concours d'art oratoire au départ dans des collèges, des lycées. On a pu adapter cette pédagogie-là et la calquer sur le fonctionnement des centres de formation. Et on a proposé depuis 3 saisons, alors avec des saisons ça vous aura pas échappé, qui ont été légèrement perturbées par la crise sanitaire, mais on a proposé à aujourd'hui une douzaine de centres de formation qui sont intégrés dans ce programme Open Football Club de participer à des concours d'éloquence. Donc en proposant à leurs jeunes, la cible prioritaire sont les U16, puisque c'est leur première année en centre de formation. Et finalement, en termes académiques, ils ont un petit peu plus de temps disponible. On parlait de la contrainte de temps tout à l'heure. Et effectivement, entre 5 et 7 séances par semaine, plus les cours, le soutien scolaire, ça fait 60 heures déjà hebdomadaires qui sont occupées par le sportif et le scolaire. Il ne reste pas beaucoup de temps pour tout ça. Et vous avez fait des recherches sur le sujet, mais il y a quelques années, on n'imaginait pas pouvoir avoir des temps disponibles aussi régulièrement pour proposer ce type d'initiative à un public qui, au départ, vient quand même pour être formé sportivement. Mais voilà, on voit bien dans les discours qu'on a entendus cet après-midi sur cette table ronde que aujourd'hui, les dirigeants, les directeurs de centres de formation, les éducateurs, les coachs ne négligent absolument pas tout ce volet du développement personnel qui passe par l'oratoire, mais qui passe par un certain nombre d'initiatives qui sont portées, des visites de musées, des actions de sensibilisation avec un réseau associatif, je pense à tout ce qui se fait sur la lutte contre l'homophobie, la lutte contre le racisme également, avec beaucoup d'ateliers qui sont organisés, des ateliers de cuisine qui sont dispensés aussi dans les centres de formation pour faciliter la transition du jeune lorsqu'il va passer finalement 4 ans à manger de son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner dans un réfectoire. Finalement, il n'aura pas eu l'occasion beaucoup de savoir comment marcher une plaque de cuisson. Voilà, il y a certains joueurs ou joueuses à qui on a appris qu'il fallait mettre de l'eau pour faire cuire des pâtes. Donc c'est jamais inutile. Et on en rigole, mais c'est vrai que ces jeunes sont évidemment coupés de leur cellule familiale, parfois éloignés géographiquement de leur cellule familiale, et tout ce volet de leur développement personnel, il importe bien de s'en occuper à un moment donné. Et qui mieux que les personnes qui sont dans les centres de formation pour le faire. Alors les coachs ont un certain nombre de prérogatives. Depuis quelques années, on a vu naître le statut de référent social
socio-éducatifs qui nous semble être une avancée importante pour porter ces sujets dans les centres de formation. Je crois qu'aujourd'hui, le football n'est pas du tout en retard et il est même pris pour modèle par beaucoup de disciplines sportives. Moi, j'étais encore il y a une quinzaine de jours avec tous les directeurs de centres de formation de Top 14 et de Pro D2 pour leur expliquer ce qu'on avait pu mettre en place depuis 8 ans sur ce programme d'ouverture civique et culturelle pour essayer d'exporter la démarche, puisqu'aujourd'hui, voilà, on a été confronté à des problématiques peut-être avant les autres, de par tous les impacts économiques de notre activité. On a connu peut-être des dérives plus rapidement, plus tôt que d'autres disciplines sportives. Il a fallu trouver des ajustements, des adaptations et des réponses pour mieux accompagner les personnes qu'on accueille et les accompagner dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau du foot pro et des centres de formation, mais également au niveau du foot amateur. Il y a des questions évidemment très délicates à propos de l'apprentissage, par exemple, mixité, vivre ensemble. Quelle est la position de Fonds d'Action par rapport, par exemple, aux demandes ou aux revendications des hijabeuses? Est-ce que c'est une condamnation radicale? Il faut encourager? Comment répondre à cette question-là? Alors, je suis pas sûr de pouvoir... c'est peut-être ma déformation. Hein, je suis normand, donc je vais sûrement faire une réponse de normand. C'est mieux. Je pense qu'il y a plus de questions à se poser que de positions à avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se réfère à la position, elle doit se référer à la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, la FFF est dotée d'une réglementation de statut qui ne permettent pas la pratique du foot pour des personnes qui portent un hijab. Ça c'est le texte. Voilà. Il se trouve que les évolutions de société, elles questionnent régulièrement, toujours d'ailleurs, le cadre réglementaire qui est posé par des organisations ou qui est même posé par la loi. Je crois que c'est pas non plus anodin que le sujet soit revenu sur la table à quelques mois de l'élection présidentielle de ce début d'année. Mais voilà, je crois que se questionner sur le cadre réglementaire, c'est quelque chose auquel les organisations sont habituées. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser des questions. Voilà. Alors je veux pas monopoliser la parole sur ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à dire sur ce sujet. Et je pense en premier lieu desquels les personnes, les premières concernées, qu'on n'entend pas souvent sur le sujet. Donc voilà, moi je préférerais pouvoir en parler. Et on a rencontré au Fonds d'Action les hijabeuses. On a eu des échanges. Voilà, je crois qu'il y a une recherche-action aussi qui est en cours sur le sujet. Voilà, pour essayer d'établir un diagnostic, de mesurer un petit peu la situation aujourd'hui. C'est important de le faire, je pense. Et puis parliez de mixité, je traduirais ça par le fait puisqu'on est dans une discipline qui est majoritairement masculine aujourd'hui, hein, le ratio ça doit être 90-10 à peu près, on regardait avec Daniel tout à l'heure, mais quand on veut agir pour lever les freins d'accès à la pratique, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de mesurer quels sont ces freins aujourd'hui à la pratique. Alors est-ce que c'est des freins économiques? C'est pas forcément la réalité. Est-ce que c'est vestimentaire? C'est peut-être le cas, mais est-ce que ça représente un frein pour la majorité? Il y a une étude qui a été portée par FDJ et par Paris 2024 qui nous a appris récemment, qui a conforté ce qu'on pouvait imaginer, que les freins liés à la pratique du sport en général étaient très liés au rythme de vie des femmes, à leur motivation, à l'offre d'activités, à l'offre d'infrastructures également. Donc voilà, si on veut agir efficacement, il faut aussi aller balayer un certain nombre de sujets. Il y en a beaucoup, je pense, mais c'est aussi le lot des organisations et notamment des disciplines sportives comme le foot qui sont très populaires, de faire en sorte de lever frein après frein tout ce qui est une entrave à la pratique du foot. J'ai pas répondu à votre question, j'en suis bien conscient, mais j'espère avoir, sans avoir déplacé le débat, essayé de l'orienter un petit peu sur un certain nombre de sujets qui nous concernent aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a encore quelques demandes d'intervention sur ce qui a été dit à propos de toutes ces initiatives fort pertinentes? Du côté des intervenants. Monsieur, et là, je pense que tout à l'heure, je reviendrai sur l'intervention de notre cher arbitre
qui disait tout à l'heure, avec beaucoup de pédagogie, qu'avec toutes ces choses-là, on s'éloigne des vrais problèmes du football. Donc, je voulais juste remettre ce débat-là. Est-ce que finalement, quelle est la finalité de toutes ces actions? C'est vrai, c'est super intéressant, après un match de football, de passer effectivement voir un musée qui est à côté. Donc, je comprends cette dynamique d'ouverture culturelle. Et tout à l'heure aussi, il y a M. Fro qui disait, Alain qui disait tout à l'heure qu'on a aussi des joueurs qui manquent quelque part de passion par rapport à l'activité. Et donc, est-ce que finalement, on n'est pas dans une forme de saupoudrage? Le football, est-ce que le football finalement n'est pas présent partout et nulle part à la fois? Non, mais très rapidement, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est plutôt partout que nulle part, le foot, déjà. Et sur la question, et ça a été dit tout à l'heure, de la question de la passion, de la culture aussi, du club, de la transmission de culture qu'on veut bien faire passer quand on est aujourd'hui responsable dans un centre de formation. Nous, étant assez éloignés de la pratique et des problématiques au départ des centres de formation, on les a beaucoup interrogés sur ce sujet. Et on a été assez surpris de ça, de voir que finalement le palmarès d'un club, les anciennes gloires de ce club, l'histoire générale du club ou du territoire était assez mal appréhendée par ces jeunes dans ces centres de formation pour plein de raisons. La diversification de leurs centres d'intérêt, évidemment, l'immédiateté de notre société, le fait qu'ils ne rentrent pas forcément en profondeur dans les sujets, c'est un dommage collatéral. Et finalement, on a été aussi challengé par les centres de formation pour essayer de trouver des solutions pour améliorer, je dirais, la connaissance et la footballistique, même si on décrète pas une passion finalement, on peut essayer de la transmettre. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et il y a des acteurs. J'étais content d'écouter Nicolas Axis tout à l'heure, notamment qui représente également le média SoFoot, puisqu'avec SoFoot on a intégré des ateliers d'éducation, je dirais de culture club et de culture foot dans les centres de formation. Ça nous semble être un élément important. On l'avait pas imaginé au départ. Je vous cache pas que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ. Je dis ça aussi sur le ton, parce qu'étant responsable technique aussi d'un club de foot et entraîneur, j'étais confronté aussi à l'ensemble de ces principes de labellisation, de football citoyen, etc., etc. Mais on parle de représentation du foot en tant qu'enseignant aussi spécialiste du foot dans une faculté de sport, en STAPS. On est confronté, moi je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la représentation dont on disait tout à l'heure du football d'une manière générale. Et est-ce que la valeur dominante, malgré tout ce qu'on a envie de faire, ce qu'on montre, c'est que la valeur dominante aujourd'hui du football, c'est l'argent au fait. Et les gamins aujourd'hui, tout à l'heure, ils l'ont dit, effectivement, à 13 ans, moi j'étais responsable de foot quand j'ai rencontré le PSG à Choisy-le-Roi. Effectivement, mes U13, j'ai plus de 100 spectateurs, mais les 100 pratiquement, les 50, ce sont des jeunes agents qui viennent regarder ces gamins-là. Est-ce que finalement on ne se détourne pas des vrais problèmes? Est-ce qu'on ne gagnerait pas à travailler vraiment sur ce rapport à l'argent qui aujourd'hui constitue l'une des problématiques majeures ou bien la dominante ou l'origine quelque part de pas mal de maux dans le domaine du football. Voilà, c'est des réflexions aussi que je vous soumets. Je n'ai pas moi-même la réponse. Mais c'est vrai qu'en pensant toujours au niveau de cette activité qui me passionne, que j'enseigne aussi, mais je vois qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai comme l'impression que nous, acteurs du terrain et du football amateur quelque part, on n'a pas de maîtrise, c'est cette médiatisation, ce rapport à l'argent-là qui aujourd'hui est un déterminant fort du football. Bien, avec la permission de Jean-Luc, je vais lever la séance, non sans avoir remercié nos conférenciers, le public, pour leur attention soutenue.